ici. Ça fait longtemps que j'espérais intégrer ce centre de recherche. J'ai comme résisté longtemps parce que vous êtes à Montréal, puis je me disais, je vais essayer de faire ma place à Québec, mais je suis très contente de faire partie de ce centre et donc de vous présenter quelque chose aujourd'hui. Donc, j'avais proposé au départ de répondre à ces 4 questions-là. Au moment où c'est venu le temps de me préparer, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche en 30 minutes. Donc, je vais aller rapidement sur la définition de la responsabilité morale pour qu'on sache tout le monde de quoi on parle. Je risque d'aller rapidement sur la dernière question également parce qu'on risque d'arriver à la fin et j'aurai plus beaucoup de temps. Donc, je vais me concentrer sur les 2 questions du milieu qui sont en fait un peu plus ce sur quoi je travaille et je pense que c'est intéressant pour vous là, de la partie sur comment on peut soulager les proches aidants dans leur expérience morale. Donc, d'abord, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la recherche sur les proches aidants, donc vous savez ça aussi, ça fait encore plus longtemps qu'on travaille en pratique d'intervention auprès des proches aidants. On sait maintenant beaucoup de choses, on sait qui ils sont, les proches aidants, on sait qu'est-ce qu'ils vivent dans le quotidien. Ça, c'est documenté depuis longtemps. Par contre, en dépit de tout ça, on se rend compte que les proches aidants ont encore de la difficulté à se reconnaître comme proches aidants. Ils ont de la difficulté à utiliser les services qui sont disponibles pour eux et quand ils les utilisent, souvent, sont peu adaptés ou mal adaptés à leurs besoins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à arrimer toutes ces choses-là alors que ça fait des années qu'on travaille et qu'on cherche dans ce domaine-là? Il y a probablement beaucoup de réponses à cette question-là. Mon hypothèse à moi et la réponse que moi j'ai pu trouver, je pense que c'est parce qu'on ne s'intéresse pas à la responsabilité morale que vivent les proches aidants. Et c'est ça qui est difficile à soulager et c'est ça qui n'est pas répondu par les services actuels. Donc, c'est là-dessus, en fait, que je suis partie pour identifier là, qu'est-ce que la responsabilité morale et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, en philosophie, d'abord, on va commencer par définir la responsabilité. En philosophie, il y a comme 2 pôles qui déterminent qu'est-ce que la responsabilité. Il y a un pôle où on s'intéresse à la responsabilité à l'égard des actes commis. Donc, on est responsable de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est le pôle en philosophie, nom de Kant ou Sartre, où donc cette responsabilité-là de nos actes incombe pour pouvoir, en fait, être responsable de ces actes, il faut être autonome, libre, rationnel et agir de façon intentionnelle. Donc, ça, c'est un premier pôle là, qui documente la responsabilité en philosophie. L'autre pôle, évidemment, qui m'intéresse le plus, donc, c'est une responsabilité à l'égard des autres. Et donc, pas une responsabilité par rapport à ce qu'on fait, mais une responsabilité qu'on a envers notre prochain. Donc, il révèle surtout un souci des personnes sous sa responsabilité. Ici aussi, on est responsable de ses actes, mais en plus, s'ajoute la notion de l'autre. Parce que dans le premier pôle, on ne s'intéresse pas tellement à l'autre qui reçoit, en fait, les actes là, de responsabilité. Donc, on s'intéresse ici donc, à la responsabilité pour autrui. Qu'est-ce que la responsabilité pour autrui? Qu'est-ce que les philosophes et ensuite les chercheurs qui se sont intéressés au domaine de la proche aidance ont pu amener comme concept? D'abord, je dis d'abord, mais ce n'est pas en ordre chronologique, vous allez voir qu'à la fin, il y en a un qui vient avant. Donc, on a la notion d'injonction, l'injonction de prendre soin. Donc, dans la problématique de la proche aidance, donc cette idée de l'obligation que ressentent les proches aidants de prendre soin de leurs proches. Donc, cette notion d'obligation, pour que ça soit présent, cette injonction-là, il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient présentes et en même temps. Donc, ces 3 conditions-là, qui sont exactement celles présentes dans la situation des proches aidants. Donc, le besoin exprimé par la personne vulnérable sont fondamentaux. Donc, ce n'est pas un besoin d'aller s'acheter des souliers nécessairement, mais le besoin le plus fondamental. Il faut que cette personne-là soit en état de dépendance et il faut que l'aidant soit la personne, en tout cas, qui s'estime la plus disposée à être sensible à ses intérêts, ou donc la personne qui doit, en fait, le faire. Donc, l'injonction de prendre soin, donc le premier concept là, important à retenir pour la responsabilité pour autrui. On a aussi dans cette définition-là une manière d'être, une manière relationnelle d'être avec l'autre. Donc, on parle ici que la responsabilité pour autrui s'inscrit dans une relation avec l'autre, mais cette relation-là avec l'autre, elle est un peu dictée par l'environnement aussi, puis le contexte social. Donc, de là, elle est créée par un processus dialectique avec les autres.
Donc ici, dans le fond, c'est comme la boussole intérieure qu'on a qui nous dicte un peu les comportements qu'on devrait avoir envers les autres. Et on a aussi Liliane qui, avant tout le monde, avait parlé, elle, dans la notion de responsabilité pour autrui, de vulnérabilité, dépendance et d'interdépendance entre les deux personnes. Notions qui ont été reprises ici dans les jonctions de prendre soin, de quitter. Donc, partant de là, en fait, moi, je me suis dit, bon, le rôle d'aidant est clairement une responsabilité morale. Donc, comment on va faire pour, dans le quotidien, incarner ça? Hein? Qu'est-ce qui fait dans le quotidien que le rôle de proche aidant est une responsabilité morale? On veut expliquer ça clairement, que ça ne reste pas quelque chose de philosophique, mais qu'on puisse l'ancrer dans quelque chose de quotidien. Donc, j'ai développé, ça a commencé dans ma thèse de doctorat et j'ai continué là, par la suite, un modèle, en fait, où il y a... où il y a 7 composantes empiriques que j'ai appelées des composantes empiriques pour faire le pendant des composantes théoriques qu'on vient de voir. Donc, les composantes empiriques de la responsabilité morale, donc transformation de l'autre, transformation de la relation, les fondements de la responsabilité, l'actualisation dans le quotidien, on va toutes les voir un après l'autre. L'évolution de la réponse à l'appel de la responsabilité, la gestion du traitement, la singularisation de la responsabilité. Ça paraît compliqué, dans 5 minutes, vous allez voir, c'est très clair. Et en fait, tout ça, ce sont 7 composantes. Et ce sont chacun de ces 7 composantes, en fait, ce sont des processus. Et tout ça nous explique c'est quoi la responsabilité morale d'un proche aidant. Quelque chose. Oh, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Okay? Tout ce qui est là-dedans, là, vous savez déjà ça probablement, pour ceux qui font de la recherche dans le domaine ou pour ceux qui travaillent avec les proches. Ce qui est nouveau, en fait, c'est de les mettre ensemble et de dire que c'est tout ça ensemble qui crée cette pression que les proches aidants ressentent de cette responsabilité morale de prendre soin de quelqu'un. Donc, c'est de les mettre ensemble et d'en faire une responsabilité morale qui est nouveau et de dire qu'il faut, en fait, si on veut vraiment aider les proches aidants, de s'attarder à cette responsabilité morale-là. Donc, c'est ça un peu qui est différent, mais les choses qui sont là-dedans, c'est pas des choses que j'ai inventées. C'est juste je les ai comme mis ensemble. Donc, la première composante est la transformation de l'autre, parce qu'évidemment, quand on devient proche aidant, on devient proche aidant parce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie, un handicap, un problème, qui est dépendant. Donc, il y a une transformation qui se produit chez quelqu'un qui nécessite, en fait, donc cette transformation-là provoque la prise de responsabilité. Parce qu'avant ça, la personne n'avait pas besoin de nous. On arrive parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il y a toutes sortes de changements chez la personne qui peuvent se produire à plusieurs égards. Donc, des changements au niveau des comportements, des fonctions mentales supérieures, des capacités fonctionnelles. Moi, ça a été construit dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, mais ça s'applique à n'importe quelle autre maladie ou problème. Et dans le fond, ce qui dérange le plus les proches aidants, c'est ce qui relève de l'identité. Quand l'identité de la personne est en jeu, quand cette identité-là, elle est en danger, en fait, et que le proche aidant devient un peu le gardien de l'identité de l'autre. Et juste ça, être le gardien de l'identité d'une autre personne, en soi, ça donne une responsabilité morale. Juste ça. Mais en fait, il y en a encore 6 autres. Mais juste ça, ça pourrait expliquer en soi que c'est une grande responsabilité morale de prendre soin de quelqu'un. Oui? C'est quoi tu veux dire par l'identité? Un exemple? Ben, tu sais, l'identité, c'est qui on est. Donc, la personne qui perd ses repères, qui ne sait plus qui elle est, qui perd, tu sais, notre identité, c'est d'où on vient, c'est notre passé, c'est notre mémoire, c'est notre... C'est ça, qui on est. Et donc, dans la maladie, certaines maladies, les gens en arrivent à perdre... Oui, c'est ça. Donc, notamment avec les fonctions mentales supérieures qui disparaissent ou s'amenuisent, la personne a de la difficulté à maintenir sa propre identité. On peut avoir même des handicaps physiques où les gens ont l'impression de perdre une partie de leur identité parce qu'ils perdent un membre, par exemple, ils perdent quelque chose qui les définit comme personne, en fait. Son identité, c'est qui on est comme personne. Donc, par exemple, quand on a quelqu'un qui nous dit, en parlant de son proche, il n'est plus la même personne, c'est comme une autre personne, tu vois ton conjoint partir par morceaux. Donc, quand quelqu'un nous dit ça, c'est sûr qu'on ne va pas lui dire, je vais vous offrir un bain ou 3 heures de répit par semaine. C'est ça qu'on fait souvent pour soutenir les proches aidants. Mais de dire ça ou de vouloir faire ça, ça ne répond pas à ça, là. Il y a comme une détresse là-dedans, il y a quelque chose qui est nommé là. Et on doit aller beaucoup plus loin si on veut aider les proches aidants dans leur expérience morale. Donc,
on ne peut pas juste leur offrir des services qui vont pallier ces incapacités de la personne, mais chercher, dans le fond, qu'est-ce qui vient brasser le proche aidant là-dedans? Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui est difficile? Et on voit beaucoup chez les proches aidants que ce qui dérange dans les transformations de l'autre, c'est pas tant la transformation comme telle, mais c'est ce que ça crée par la suite. Et les transformations qui dérangent le plus, donc, sont celles qui touchent à l'identité et sont celles qui touchent au rapport relationnel aussi. Donc, les transformations de l'autre, par exemple, au niveau de la communication. Ça dérange le proche aidant parce que la communication avec l'autre, elle devient difficile. Donc, ce qui m'amène à mon deuxième élément, qui est la transformation de la relation. Donc, de la même façon que la transformation de l'autre en soi nous amenait directement à dire que c'est une responsabilité morale, on a la même chose ici dans les transformations de la relation. Donc, on sait que quand la maladie ou la problématique s'installe, les gens étaient déjà en relation avant que ça arrive. Donc, il y a une relation préexistante qui était là. Et cette relation-là change nécessairement dans ce rapport aidant-aidé, parce que là, les rôles changent, ou en tout cas, notre rapport à l'autre va changer. Lorsqu'on prend conscience de sa vulnérabilité, on va nécessairement devoir réinventer un nouveau mode relationnel avec cette personne-là, qui va devenir notre relation préexistante et à laquelle on devra encore s'adapter. Donc, il y a ce cercle-là qui continue. Mais il ne faut pas oublier que tout ça se fait dans un contexte où il y a une certaine réciprocité. Hein? Dans un rapport aidant-aidé, il n'y a pas que du don de soi, on reçoit quelque chose également. Donc, il y a une certaine réciprocité qui est là. Vous avez ici encore les exemples. Lorsque, bon, ça c'est encore là un exemple très classique où le proche aidant devient le parent de son parent ou le parent de son conjoint. Donc, quand on est dans ce type de rapport-là, évidemment, c'est pas anodin là, comme transformation de relation et on doit travailler avec ça. D'un autre côté, on a aussi des gens qui vont nous dire, par exemple, ici, cette aidante qui nous avait dit bon, ça m'apporte à moi cette nouvelle relation-là, parce qu'on réinvente une relation. S'il n'avait pas été malade, j'aurais pas pu vivre ça avec mon proche. Donc, je me considère choyée de vivre ça. Et quand un proche aidant nous dit ça, encore là, c'est difficile de vivre avec ça, parce que la personne, elle est contente que la maladie soit présente, parce que ça lui a permis d'entamer un autre type de relation avec son proche. Donc, c'est très culpabilisant d'être content que le proche vive une telle maladie. Donc, dans ce sens-là, il faut travailler là-dessus également. Donc, il faut en fait tenir compte de la dynamique relationnelle antérieure et la dynamique relationnelle actuelle. Et il ne faut pas oublier, quand on est intervenant, on ne pense pas à ça souvent, mais la relation antérieure, elle peut être bonne, mais elle peut être très mauvaise également. Et quand on est dans un contexte relationnel où la relation n'était pas bonne avant, c'est difficile d'être proche aidant dans ce contexte-là. Et comment on va travailler ça pour que là, ça soit mieux, alors que c'était déjà difficile au départ. Tu sais, il y a des relations de maltraitance, des relations d'abus, il y a toutes sortes de situations possibles, et on doit composer avec ça, en plus de rajouter la dynamique aidant-aidé dans une relation qui est déjà conflictuelle. Donc, on doit tenir compte de ça, parce que ça fait partie de l'expérience morale qui est présente là, dans ce contexte-là. Troisième élément, j'essaie de vérifier en même temps si j'oublie des affaires que je voulais vous dire. Donc, la même chose que je disais tantôt, quand on avait la transformation de la relation, c'est pas un service qui va aider le proche à composer avec son idée qu'elle est en train de perdre son proche par morceaux. De la même façon, quand la relation s'étiole, tout ça, c'est pas nécessairement un service qui va répondre à ça. Hein, c'est d'en parler, c'est d'être capable d'accompagner les proches aidants dans cette relation-là qui se transforme malgré eux. Donc, la troisième composante est donc les fondements de la responsabilité, donc les raisons pour lesquelles les proches aidants ont accepté ou non, plus ou moins accepté ou se sentent obligés d'assumer ce rôle-là. Donc, les raisons fondamentales, les raisons profondes. Donc, encore ici, toutes les études nous démontrent qu'il y a plusieurs raisons possibles. Il y en a quelques-unes ici qui ressortent le plus souvent. Les gens le font beaucoup par devoir, par obligation, parce qu'ils ont fait une promesse, par amour. Donc, tout de suite, on voit que ces raisons-là, bon, c'est des bonnes raisons, comme on pourrait dire, mais c'est des raisons qui sont difficiles à porter. Hein, c'est difficile à porter sur le long cours, parce qu'on ne peut pas se défiler de ça. C'est très difficile. Donc, on a l'exemple classique, encore ici une fois, les gens qui disent, bon, ici, dans ce cas-ci, c'est un homme qui disait, quand il nous a dit pour la vie, il n'a pas dit pour la nuit.
Hein, donc, lui, là, c'est profondément ancré chez lui que son rôle va aller, son mariage a fait, cette promesse a fait qu'il doit en prendre soin. Donc, l'attestation de ces fondements-là, quand les proches aidants ne réalisent pas toujours à quel point ils prennent le rôle pour des raisons aussi profondes que ça, et une fois qu'on travaille avec eux là-dessus, qu'on réfléchit à ça, on se rend compte parfois qu'il y a des choses, des fois, qu'il faut remettre en perspective ou remettre en question. Donc, qu'est-ce qu'on fait encore ici comme intervenant? Bien, les aider à comprendre pourquoi ils ont réellement accepté ce rôle-là, ou bien qu'ils ont subi ce rôle-là, parce que dans certains cas, c'est pas vraiment un choix qu'ils ont fait, donc ils ont plus ou moins subi. Donc, de les aider à comprendre d'où ça vient. Parce qu'avec cette décision-là, avec ces raisons-là, viennent autour de ça de la culpabilité, encore là, toutes sortes de choses qui accompagnent et qui alourdissent, en fait, le rôle de proche aidant. Donc, comment on fait pour les accompagner là-dedans? Donc, de les aider à bien comprendre c'est quoi la raison profonde là, pour laquelle ils ont accepté ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de... Tu sais, je vous donne l'exemple, tu sais, quand on a été marié par obligation et qu'ensuite on prend soin de quelqu'un par obligation, bien, ça commence à faire pas mal d'obligations. Hein? Donc, ça rend le travail beaucoup plus difficile. Donc, juste d'identifier ça, de travailler là-dessus, c'est pas, encore ici, c'est pas un bain par semaine de plus qui va aider le proche aidant quand il est pris dans cette dynamique intérieure-là d'obligation par-dessus obligation. Et donc, ça peut le soulager, le bain, mais c'est pas ça son besoin. Hein? Donc, c'est sûr que ça va pas régler le problème. Là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Donc, actualisation de la responsabilité, donc la quatrième composante de cette responsabilité morale, donc qui est également un processus. Donc, quand on prend soin d'un proche aidant, chaque jour, quotidiennement, on a à prendre des décisions. Au-delà de la décision entre manger du poulet et manger du bœuf, il y a les décisions, en fait, que les aidants doivent prendre à chaque jour sont basées ou sont fondées sur des valeurs morales. Décider entre, bon, par exemple, les valeurs morales. Qu'est-ce qu'on a comme valeurs morales dans le rôle de proche aidant? Assurer la sécurité, assurer l'intégrité, la dignité, protéger la pudeur, maintenir l'autonomie. Hein? Donc, tout ça, ce sont des valeurs morales qu'on doit assumer à tous les jours dans le rôle de proche aidant. Quand ça va, mais le problème de ces valeurs-là, c'est que parfois, elles entrent en conflit. Donc, la promotion de valeurs morales, les aidants veulent le faire, donc ils le font quand ils ne savent pas toujours le nommer, mais quand on parle avec eux, on le voit. Bon, là, ce que vous me dites là, c'est que vous êtes en train de tenter de préserver son autonomie. Donc, et tout ça, c'est pas simple à faire. Hein? C'est pas un choix aussi facile que de choisir entre le bœuf et le poulet. Donc, on promouvoit des valeurs morales, ce qui fait en sorte qu'on est nécessairement, à un moment donné, confronté à des dilemmes éthiques. Pourquoi? Parce que ces valeurs-là vont être en confrontation. Si, par exemple, on doit, encore une fois, un exemple classique, verrouiller les portes pour pas que la personne puisse sortir la nuit. Donc là, la valeur morale qu'on veut promouvoir là-dedans, c'est quoi? La sécurité, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait si on barre les portes pour la sécurité? En même temps, on contrevient à quelle autre valeur morale qui pourrait être présente? La liberté, l'autonomie. Donc là, l'aidant est face à ce dilemme éthique. Qu'est-ce que je vais favoriser? La sécurité ou la liberté? Donc, pendant un certain temps, la plupart du temps, les gens vont dire on va favoriser la liberté, donc on laisse les portes ouvertes, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Hein, c'est souvent ça qui est le déclencheur. Donc, au moment où il arrive quelque chose, là, maintenant, on va barrer les portes. Donc là, on va basculer et on va prioriser la sécurité au détriment de la liberté. Donc, cette décision-là, qui semble anodine, peut-être vue de l'extérieur, c'est très confrontant pour les proches aidants de prendre ces décisions-là quotidiennement. Puis il y en a 10 par jour qui doivent prendre comme ça. C'est pas juste une décision une fois par année, là, c'est à tous les jours et c'est régulièrement dans toutes les activités. Quand c'est le temps de manger, par exemple, même chose, lui donner à manger à la cuillère versus laisser la personne manger seule. Donner à la cuillère, bien, on vient de scraper son autonomie, on vient de jouer dans sa dignité, c'est difficile. Mais de l'autre côté, la laisser manger tout seul, bon, ben là, c'est bien pour l'autonomie, etc. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on n'est pas en train de
sais, la personne est confrontée à ses incapacités, elle peut trouver ça frustrant, elle peut trouver ça difficile, ça prend beaucoup plus de temps, parfois on n'a pas ce temps-là. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux comme ça qu'à tous les jours, à chacune des actions, les aidants doivent réfléchir à ça, doivent prendre des décisions, parfois très rapidement. Parfois, ce sont les bonnes décisions, parfois moins. Parfois, il arrive des choses après, puis on se rend compte que c'était peut-être pas une bonne idée. Et il ne faut pas oublier que... bon, j'arrive ici, en fait. Donc, pour pouvoir résoudre ces dilemmes éthiques-là, le proche aidant doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments, donc élaborer des stratégies pour respecter ses besoins, ses propres besoins, mais les besoins de l'aider également, doit préserver l'intégrité de l'autre personne et en même temps maintenir la relation. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que des fois, c'est sûr que c'est plus facile de barrer la porte la nuit, ça me rassure, je peux dormir comme proche aidant, tout ça, mais qu'est-ce que ça crée sur la relation après? Parce que l'autre s'est rendu compte qu'il est embarré, puis là, la crise se produit par la suite. Et des fois, ça prend 2 jours, 3 jours à ramener cette relation-là qui s'est effritée pour une action qu'on a posée, qui se voulait être une bonne action pour préserver de la sécurité et respecter son propre besoin comme aidant de dormir, par exemple. Mais ça crée autre chose. Donc, il faut qu'il arrive à prendre des décisions qui vont maintenir tout ça en même temps. Donc, ça semble, c'est complexe. Hein? Donc, on voit, tu sais, la lourdeur de la tâche de l'aidant, pour moi, c'est dans ces choses-là que ça se passe. C'est pas tellement tant que ça dans le quotidien comme tel de donner le bain, mais c'est de la raison pour laquelle on le donne. Qu'est-ce que ça a comme impact de laver son père, par exemple? Qu'est-ce que ça a comme impact sur lui, sur moi, sur ma relation? Ça, c'est beaucoup plus difficile que poser physiquement le geste de le faire, même si ça peut être également difficile si on n'a pas la technique, etc. Donc, ici, c'est un autre exemple d'une proche qui disait, là, quand il ne reconnaît plus les enfants, bon, je lui dis pas, je le dis pas aux autres qu'il ne les reconnaît pas, mais tu sais, il faut trouver des stratégies parce qu'on ne veut pas, elle a dit, je ne veux pas le rabaisser, donc je ne veux pas lui faire perdre la face devant les autres, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme intervenant? Bien, comprendre en quoi le quotidien des proches aidants est un défi éthique qui les fatigue. C'est ça qui est le plus difficile, qui est le plus fatigant, qui les bouleverse, qui prend beaucoup d'énergie et qui finalement fait en sorte que parfois ils arrivent à l'épuisement. Donc, c'est dans des choses comme ça, des décisions comme ça qui sont toujours là, toujours présentes, toujours... tous les titres sont... C'était supposé être comme sur une ligne, là. C'est évolution de la réponse à l'appel de responsabilité. Bon, sous-entendu, quand on vient au début par rapport à la définition de la responsabilité morale, où on a une certaine obligation de prendre soin. Donc, même si les gens se sentent obligés de le faire, ils y répondent de façon différente. Il y a une évolution dans cette réponse-là. La réponse n'est pas toujours la même et elle va changer au cours du processus, là, dans le temps. Donc, souvent, on ne parle pas des proches aidants qui n'ont pas accepté le rôle, parce qu'eux ne sont pas là, on s'intéresse à ceux qui sont proches aidants. Donc, en début de parcours, souvent, ils ont de la résilience. Hein? Ils ne sont pas nécessairement prêts, ils ne sont pas nécessairement d'accord, ils n'acceptent pas nécessairement tout ce qui se passe, mais en même temps, ils se troussent les manches puis ils disent on y va, on va assumer ce rôle-là, on va le faire. Donc, ils sont résilients au début. Cette résilience-là va nécessairement les amener à se transformer. Hein, c'est dans la définition de la résilience de rebondir et d'être quelqu'un d'autre. Et donc, dans le rôle d'aidant, ils découvrent des nouvelles compétences, des nouveaux rôles, des nouvelles aptitudes qu'ils vont devoir développer. Ils vont nécessairement faire des deuils pour être capables de poursuivre leur rôle, donc des deuils de retraite, etc., de vacances et tout ça. Et ils vont, dans bien des cas, poser des limites. Hein, ils vont dire souvent, là, quand mon proche il va être incontinent, ou quand il ne me reconnaîtra plus, ou quand s'il devient agressif, ou quand il va arriver telle chose, je ne pourrai plus le faire. Tu sais, se mettre des limites. Mais comme ils sont résilients, comme ils ont l'habitude de se transformer pour s'adapter, comme ils sont habitués de renoncer à leurs propres besoins, mais quand cette limite-là arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Hein, c'est rare que les gens vont respecter la limite qui s'était mise au départ. Et donc, ils continuent, et à un moment donné, arrive une limite réelle où là, ça devient plus possible. Donc, comment on peut faire pour éviter cette chute-là? C'est de... C'est encore un petit exemple. Donc, d'aider les proches aidants à formuler les limites au départ, puis à la limite, même sous forme de contrat, idéalement, pour les écrire, parce qu'on ne s'en rappelle plus, 4-5 ans plus tard, puis on s'est tellement adapté qu'on ne le sait plus. Donc, écrire ça dès le départ, moi, ma limite, c'est ça. Puis au moment où on est rendu à la limite, de voir avec les proches aidants,
on avait regardé ensemble il y a quelques années, où là, vous aviez dit, moi, quand mon proche, ça va être rendu telle situation, je ne pourrai plus le faire. On est rendu là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc là, ça peut remettre en question les gens. C'est vrai, j'avais dit ça, mais finalement, c'est pas si difficile, je vais continuer. Ou effectivement, oui, c'est vrai que c'est difficile, puis je suis contente que vous me le rappeliez parce qu'effectivement, j'en peux plus. Mais il était tellement habitué de s'adapter, puis d'attendre après les services, puis de s'accrocher à tout, que finalement, ils étaient en train de dépasser cette limite-là sans s'en rendre compte. Donc, on revoit ensemble cette limite-là et de voir, on réévalue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Parce que des fois, vous avez signé un contrat, là, vous avez dit, je vais m'en occuper jusqu'à ce moment-là. Vous avez respecté votre contrat. Mais là, il y a des affaires qui ont changé dans le contrat. Parce que si l'autre bord, tu sais, un contrat, ça se fait à deux. S'il y a une situation qui change de l'autre côté, mettons que l'État s'est dégénéré très rapidement, où il est arrivé d'autres choses, on a perdu notre emploi, on n'a plus d'argent, un service qui a été coupé, on a dû déménager, peu importe, il est arrivé plein d'autres choses, mais le contrat, il ne marche plus, là. Fait que les gens continuent malgré tout à vouloir respecter leur contrat, alors que les conditions du contrat ont changé. Mais ça, ils n'y pensent pas. Donc, il faut des fois leur remettre en face en leur disant, oui, je comprends que vous voulez aller jusqu'au bout, mais de l'autre côté, il y a plein d'affaires qui ont changé, là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va les aider à vérifier si, en fait, on continue ou pas. Dans quelles conditions on est prêt à le faire également. Donc, je ne sais plus, je suis rendue sixième, ça? Oui, c'est ça. Sixième composante, donc la gestion du traitement, là, encore une fois, il manque un bout du titre, gestion du traitement médical et pharmacologique. Dans, peu importe la maladie ou la situation de l'aider, il y a souvent une gestion d'un traitement, des médicaments à faire penser à la personne de prendre ses médicaments, lui administrer, faire des injections, il y a toutes sortes de choses à faire, changer des pansements, des choses comme ça. La loi 90 a donné aux proches aidants une plus grande responsabilité à cet égard-là. Hein, donc, on leur a permis de le faire en leur enlevant la responsabilité juridique, légale, en cas de problème, mais de l'autre côté, la responsabilité morale de l'acte est encore là. Si je donne une mauvaise dose puis que je tue mon proche, on ne me poursuivra pas au criminel pour ça. Mais moi, je vais vivre avec ça, par exemple, longtemps, là, que c'est à cause de moi qu'il est arrivé où il a fait un autre AVC, où il a fait quelque chose parce que j'ai mal administré le médicament, j'ai donné trop passé ou peu importe. Là. Donc, il y a une responsabilité morale qui demeure là, une responsabilité civile également, ça, on ne le sait pas tout le temps. Et donc, dans le traitement, la gestion du traitement, donc le processus que j'avais ici, là, bon, en fait, c'était que souvent on reçoit une prescription dont on connaît absolument peu de choses. Hein. On n'est pas spécialiste, on n'est pas médecin. Les médecins nous disent ça, c'est bon, on repart avec ça, on ne sait pas trop. On l'accepte parce qu'on ne le sait pas. Donc, souvent, les aidants vont chercher de l'information après. Ils vont aller sur Internet, là, on regarde, on voit les effets secondaires, on voit les trucs. Puis là, les gens, après, réfléchissent et internalisent la décision de traitement. Donc, OK, finalement, je regarde ça, ça a de l'allure. Oui, on accepte le traitement. Ou parfois, on décide, non, moi, je ne prendrai pas ça. Puis là, on demande des avis de d'autres personnes. Donc, il y a des proches aidants qui choisissent de refuser un traitement. C'est difficile parce qu'on est dans un rapport ici de la relation aidant-médecin qui n'est pas tout à fait symétrique. Hein. On sait très bien que le médecin a un grand pouvoir et tout ça. Donc, c'est un peu difficile pour un proche aidant de dire non, moi, je ne veux pas ce traitement-là et d'argumenter ça. Donc, on réfléchit, on internalise la décision et là, on l'actualise dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on donne le médicament, qu'on assume tout ce qui vient avec, là, les conséquences, les effets secondaires, etc. Souvent, les médecins, ils ne nous donnent pas tellement le choix ici, hein, dans la prescription médicale, mais rendu à l'actualisation, d'un coup, là, on devient les experts. Là, vous pouvez tout faire, vous pouvez gérer tout ça. Vous regarderez ça, les effets secondaires. Si ça ne va pas bien, vous nous le direz. Si elle fait ça, vous augmenterez la dose un petit peu, vous diminuerez. Ils donnent des responsabilités quand même assez grandes aux proches aidants, sans toutefois reconnaître leur expertise à bien des égards, mais là, parce que ça fait l'affaire du système, en fait, que la personne gère ça elle-même. Donc là, et ça ici, donc, ça se fait dans le cadre de la relation aidant-médecin, qui parfois est difficile, parfois facile, ça dépend du médecin qu'on a. Mais il ne faut pas oublier que l'internalisation de la décision et l'actualisation se fait dans le rapport avec l'aidé. Donc, on a bien beau dire, c'est très bien, j'ai fait des recherches, le médicament, c'est le fun, ça marche, c'est beau. Si l'aidé ne veut pas prendre le médicament, c'est compliqué. Puis on a beau dire ça au médecin, c'est pas lui le médecin qui est dans le quotidien à donner le médicament, puis l'autre frappe sur le truc, puis il veut pas prendre le médicament. Il y a toutes sortes de choses qui se passent ici dans la relation aidant-aidé, auquel le médecin n'a pas accès, de la même façon que dans la relation ici aidant-médecin. Donc, le aidant, il est un peu pris dans ces deux types de rapports parfois conflictuels qui sont présents.
Donc ici, encore des exemples. Moi, j'ai pas pris de décision. On est dépendant de l'expertise des gens qui sont là. Ils nous disent c'est ça, puis on prend ça, on s'en va avec ça. C'est peut-être pas nécessairement le meilleur traitement. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, mais on ne sait pas. Donc ici, un exemple d'un médecin qui disait à l'aidante de bon, vous donnez ça, là, puis si vous voyez que ça ne marche pas, vous diminuez, vous augmentez. Il donnait la responsabilité à la proche aidante de gérer, en fait, les dosages selon ce qu'elle voyait qui se passait. Puis il disait, bien, c'est vous qui savez. Donc, c'est une responsabilité. Donc, encore une fois, un autre élément qui montre comment c'est une responsabilité morale, de prendre soin d'un proche. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Comprendre des enjeux relationnels qu'on vient de parler ici, puis contextuels entourant le traitement. Donc, dans le contextuel, bon, il y a toutes sortes d'éléments comme l'accès aux services, par exemple, l'accès aux soins, le coût. Il y a parfois des coûts qui sont assez élevés pour certains traitements, plus ou moins remboursés, tout ça. Donc, il faut tenir compte de ça aussi dans la question de la gestion de la médication. Ensuite, singularisation de la responsabilité. C'est la dernière composante. C'est que dans le fond, les proches aidants reçoivent des conseils d'un peu partout, les médecins, Société Alzheimer, les chercheurs, bon, d'un peu tout le monde. Et eux, ils doivent, tu sais, il y a toujours quelqu'un, en fait, dans l'entourage pour dire aux aidants, bien, tu n'aurais pas dû faire ça, ou tu aurais dû faire ça. Hein, c'est facile de dire aux autres qu'est-ce qu'ils auraient dû faire. Donc, ils reçoivent des normes extérieures qui viennent réguler ou contrôler la façon dont ils prennent soin de leurs proches. Donc, parfois, ils choisissent de transgresser ces normes-là, de ne pas en tenir compte. Parfois, ils choisissent de les intérioriser. Dans tous les cas, ils finissent par singulariser leur responsabilité, donc de développer leur propre façon de prendre soin de leurs proches. Et parfois, ça va à l'encontre de ce qu'on leur avait donné, on leur avait dit. Donc, vous avez un exemple ici. Ils cherchent toujours ses sœurs. Puis là, il faut lui rappeler qu'elles sont décédées. Ils nous disent de ne pas leur dire. Hein, parce qu'on dit à chaque fois qu'on leur dit qu'elle est décédée, ils vont revivre le choc du deuil. Hein, vous savez ça? Sauf que lui, elle a dit, bien, ils nous disent de ne pas leur dire, mais moi, je le dis parce qu'après ça, il veut que je leur téléphone. Mais où je vais téléphoner? Tu sais, donc là, ça devient compliqué. Il y a des fois, il y en a qui disent, tu ne devrais pas le laisser seul. Donc, c'est eux qui me font filer coupable. Donc, ça, c'est l'exemple d'une proche aidante qui partait prendre un café le matin là, chez Tim Hortons, qui prenait du temps pour elle-même. Son proche était seul pendant 1h30. Tout le monde lui dit, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas le laisser tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Soutenir les proches aidants dans leur façon d'assumer leur rôle. Ils connaissent leurs proches, ils connaissent les risques, ils connaissent et ils choisissent de le faire de cette façon-là. Il faut leur faire confiance. Il faut arrêter de leur dire c'est pas comme ça que ça se passe. On ne le sait pas quand on n'est pas là 24 heures par jour. Il y a des éléments qu'on ne connaît pas, de la relation antérieure, présente, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qui fait qu'il y a des éléments qui nous manquent. Donc, faites confiance aux proches aidants. Il y a une proche aidante dans cette étude, justement, disait, elle amène son conjoint à son chalet, il prend le tracteur. Elle dit, je sais que c'est dangereux. Je sais que c'est dangereux. Puis à un moment donné, là, il revient, il prend son tracteur, il revient dîner. Après le dîner, il retourne dans le tracteur puis il revient souper. Elle dit, je sais qu'un jour, peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais il va mourir heureux au moins. Sinon, je vais faire quoi? Je vais l'enfermer dans le chalet ou bien, encore pire, je vais décider qu'on n'aille plus au chalet, je vais l'enfermer dans la maison. Je ne veux pas de cette vie-là, puis lui non plus. Donc, elle prend le risque de faire ça. Mais elle dit, je ne peux pas dire ça au médecin, je ne peux pas dire ça au CLSC. Personne ne va me laisser faire, mais moi, je sais que c'est la meilleure chose à faire pour lui. Donc, tu sais, dans ce sens-là, de les soutenir dans cette façon qu'ils ont choisi d'assumer leur rôle. Excusez-moi. Donc, en bref, oui? Dans les exemples que tu donnes, à quel point dans ta recherche la personne était apte? Bien, ça, c'est des cas de maladie d'Alzheimer. Okay. Donc, c'est sûr que, bon, là... Zone grise? Oui, c'est ça. Évidemment, là, il y a toujours des moments où c'est clair que c'est possible de le faire, puis il y a des moments où c'est clair que c'est plus possible. Le problème, c'est la zone grise. C'est souvent la période la plus longue. Hein? La période, clairement, puis la période, tu sais, c'est ça. C'est la période la plus longue, ça. Donc, en gros, si vous aviez juste 2 choses à retenir de tout ce que j'ai dit, dans le fond, mieux accompagner les proches aidants en orientant l'intervention sur l'expérience morale qu'ils vivent et non plus seulement sur les aspects fonctionnels ou négatifs reliés à leur rôle, mais aller chercher cette expérience morale et travailler là-dessus. Tenir compte de la responsabilité morale des proches aidants, c'est répondre à leur légitime quête de sens dans cette expérience de soins, qui change leur vie à jamais. Hein, prendre soin d'un proche qui est dépendant de nous, ça change notre vie à jamais. Donc, on cherche un sens à cette expérience-là, et c'est ça qu'on n'a pas comme réponse dans le réseau actuel de la santé. Pourquoi? Hein, le soutien psychosocial, on n'a plus de temps pour ça. Donc, c'est comme un peu évacué au détriment de plein d'autres choses, qui fait qu'on a de moins en moins de temps de faire cet accompagnement-là.
Donc, ce que je voulais vous dire en 2 minutes là-dessus, en fait, sur la responsabilité collective, parce que bon, mon discours est vers l'idée que le rôle de proche aidant est une responsabilité morale. Mais si c'est une responsabilité morale, je ne veux pas que ça soit compris comme une responsabilité individuelle, puis que comme société, on n'a rien à faire parce que ça appartient à la personne d'assumer cette responsabilité morale qui lui est due. C'est pas ça le message. Donc, on a quand même, il faut comprendre qu'il s'agit d'une expérience morale importante, travailler là-dessus, mais on a une responsabilité collective à l'égard de cette responsabilité morale qu'ont les proches aidants. Et comment on peut collectivement prendre nos responsabilités envers les proches aidants, il y a plusieurs façons. Et là, moi, je suis rendue comme un peu là dans ma réflexion, de voir comment on pourrait trouver une façon de soutenir mieux les proches aidants qu'on le fait actuellement. On offre des services, il y a toutes sortes de choses, des petits crédits d'impôt, il y a 2, 3 trucs, mais tout est disparate, il n'y a pas de structure, de quelque chose de clair. Donc récemment, le 1er mars, je ne sais pas si vous savez, le RANC, qui est le regroupement des aidants naturels du Québec, lance une stratégie nationale. Donc, ils vont essayer de promouvoir cette idée aussi de faire une stratégie nationale sur les proches aidants pour qu'on puisse ramener puis faire quelque chose de cohérent, comme on le fait dans d'autres domaines, la maltraitance par exemple, comme on l'a fait en violence conjugale, comme on l'a fait dans d'autres domaines. Donc, il y a plein de pays actuellement qui font ça, qui ont des lois qui reconnaissent le statut de proche aidant. Je suis en train de travailler là-dessus. Actuellement, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est ceux qu'on cite le plus souvent, mais on s'est rendu compte qu'il y en a d'autres. Donc, au Manitoba, entre autres, qui ont une loi, donc une province canadienne, mais c'est une loi qui est plus symbolique qu'autre chose. En fait, dans la vie de tous les jours des proches aidants, ça ne change pas grand-chose. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas s'en aller vers quelque chose de symbolique. C'est facile pour un gouvernement de le faire, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est ça. Fait que, on a au Québec des assises juridiques qui freinent en quelque sorte la reconnaissance des droits des proches aidants parce qu'on a enchâssé dans nos autres structures une espèce d'obligation familiale de prendre soin des personnes, donc dans la Charte des droits, dans le Code civil ou dans la Loi de la protection de la jeunesse, qui fait que ça rend un peu plus complexe au Québec d'avoir une loi qui protégerait les proches aidants, mais c'est pas impossible de le faire, il suffit il y a plein de gens qui sont bons en droit qui vont être capables de contourner ces choses-là. C'est pas un grand obstacle si on veut vraiment politiquement le faire, mais il faut tenir compte de ça. Et ça, on n'en parlera pas de ça maintenant, mais là, moi, je suis rendue dans ma réflexion où j'avais proposé, en fait, à l'automne dernier, une stratégie nationale de soutien aux proches aidants qui avait 10 leviers d'action, donc qui impliquait des façons de ramasser tout ça puis de soutenir les proches aidants. Mais voilà, je vais laisser le temps qui reste pour des questions. Je suis allée un peu vite, j'entendais beaucoup de gens qui parlaient anglais tantôt. J'espère que vous avez compris la présentation. Des fois, quand c'est pas notre langue maternelle puis qu'on a un interlocuteur qui parle vite, c'est plus difficile. Donc, j'espère que c'était clair. Et voilà, on a encore un peu de temps. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes sur votre heure de dîner. Vous retournez travailler à 13h peut-être. Donc, le temps... Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. C'est pas nécessairement une question, plus qu'un commentaire, mais tu sais, l'affaire du tracteur m'a quand même interpellée en tant que professionnelle parce que je comprends la proche aidante qui ne peut pas le dire à l'infirmière, qui ne peut pas le dire à son médecin. Mais est-ce que, techniquement, l'infirmière qui est au courant, mettons, que le proche aidant laisse la personne atteinte d'Alzheimer conduire alors qu'elle n'est plus apte à conduire, elle a une responsabilité justement collective et civile de dénoncer une attitude à conduire, de l'aider. Tu sais, c'est sûr, dans un contexte de tracteur, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a des adultes? C'est ça, il y a toutes sortes d'éléments à tenir compte. Puis tu sais, l'aptitude à conduire, c'est relatif aussi, là. L'aptitude à conduire sur la route, c'est une chose. L'aptitude à conduire tout seul dans le tracteur, dans le bois, c'est autre chose. L'aptitude à conduire dans ce cas-là, c'est d'être capable de manipuler l'objet en question parce que, je veux dire, il n'y a pas de risque d'accident, il n'y a pas d'autres personnes, il y a des arbres, là, il peut rentrer dans un arbre. Mais tu ne peux pas tuer quelqu'un d'autre. Bon, c'est quoi l'aptitude à conduire? Il y a toute cette idée-là aussi qu'il faudrait développer. Mais c'est justement pour ne pas mettre dans l'embarras de la professionnelle ou l'infirmière, comme vous dites dans cette situation-là, que le proche aidant n'en parle pas, dans le fond. Elle dit comme ça, elle ne sait pas, puis elle ne pourra pas, tu sais, ce qu'on ne sait pas ne fait pas de mal, comme elle dit, moi je le fais, c'est une décision que je prends tous les jours, puis je le fais, puis tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'elle le fait, puis il n'est jamais rien arrivé. C'est sûr qu'un jour, il va peut-être arriver quelque chose, puis là, tout le monde va dire, tu n'aurais pas dû faire ça, sauf que ça fait 3 ans qu'elle le fait, puis ça va bien. Tu sais, à partir de quand on doit cesser ces choses-là, c'est difficile.
c'est difficile. Puis souvent, comme je disais tantôt, on le fait jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. C'est comme avec les enfants aussi. Il y a des gens qui permettent plus de liberté à des enfants, puis il y en a qui leur permettent de rien faire parce qu'ils ont peur de tout. Puis il y en a d'autres qui permettent beaucoup de choses, puis des fois, ils tombent, puis des fois, ils se blessent. Puis... Mais c'est ça, tu sais, chacun aussi a son... C'est un risque. C'est toujours un risque. Puis chacun a son on dit ça, là, ouais, son baseline. Est-ce qu'il n'y baseline. aurait pas justement une notion de changement de perception, autant que justement le système de la santé, les intervenants dans le système de santé, on veut tout le temps protéger. Oui, c'est ça. Il n'y aurait pas justement un changement de culture, un changement de paradigme à avoir de ce côté-là. Puis qu'au niveau des politiques, il y a peut-être moins de politiques qui encore freinent, mettons, les intervenants qui n'auraient pas intervenu. Tout à fait. Oui, puis en plus, on a aussi une plus grande ouverture. Ici, on parlait d'Alzheimer, mais, tu sais, avant, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, là, moi, j'étais à la Société Alzheimer de Montréal, les gens nous appelaient, puis nous demandaient, je viens d'avoir le diagnostic de la maladie d'Alzheimer de mon père, qu'est-ce que je fais, ce que je lui dis? Aujourd'hui, on ne verrait jamais ça, là. Aujourd'hui, comme fille, tu essaies d'avoir accès au dossier de ton père, tu n'es pas capable, là. Puis là, il donnait le diagnostic à la fille, puis c'était à elle à décider si elle le donne ou non à son père. Tu sais, les choses changent. Puis aujourd'hui, on a reconnu que c'est pas parce que tu as la maladie d'Alzheimer que tu peux plus rien faire. Tu sais, les choses, il y en a qui travaillent, il y a plein, tu sais, ça prend du temps. Fait que, tu sais, l'inaptitude, là, tu sais, c'est plus ce que c'était non plus, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans ce sens-là, ben, les intervenants suivent le courant également, là. On est tous dans la même... Merci beaucoup, c'est très intéressant. Oui. Il y avait une autre question? Oui, ben moi, en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas en parler aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est votre dernière assiette. Moi, je peux parler longtemps, parce que c'est ça qui a pas de qui temps. m'intéressait aussi beaucoup, vos propositions. OK, ben, je peux les nommer rapidement, mais je ne pourrais pas entrer dans les détails. OK. Donc, offrir une reconnaissance juridique du rôle de proche aidant. Donc, la reconnaissance, avec ça, vient donc des droits, hein, quand on a une reconnaissance juridique. Donc, ça veut dire que si on a une reconnaissance juridique, on peut être en droit de demander certaines choses et donc contester si on n'a pas accès à ce qu'on a droit d'avoir. Évaluer la contribution sociale et économique des proches aidants, ça a déjà été fait. Il y a des gens dans la salle ici qui ont travaillé sur ces questions-là, mais de l'évaluer systématiquement pour qu'on sache qu'est-ce que ça vaut vraiment le rôle de proche aidant et ne pas le faire qu'une fois et reprendre ça dans 25 ans, mais qu'on contribue ça, là, que ça soit quelque chose de continu. De réinvestir dans les services à domicile, bien sûr. Hein, si on veut que les proches aidants assument leur rôle, il faut leur donner les moyens de le faire. Et ça, ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va le faire, puis on ne le fait pas. La politique 2003 disait, la politique de soutien à domicile disait ça, mais on ne l'a jamais mis en application comme elle était décrite. Donc, permettre un développement durable des organismes communautaires. Les organismes communautaires en font énormément pour soutenir les proches aidants. Malheureusement, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de temps parce qu'ils n'ont pas le moyen. Puis, donc, développer ce réseau-là, mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation de la population. Ça, c'est que ça fait longtemps qu'on essaye de faire en sorte que les proches aidants se reconnaissent. Malgré tout ce qu'on fait, les proches aidants ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Fait que moi, je me dis, il faut passer par autre chose. Si les proches aidants ne se reconnaissent pas eux-mêmes, nous, on va les reconnaître. Ça veut dire que moi, je ferai une campagne de sensibilisation là, de la population qui dirait, genre, vous connaissez un proche aidant. Puis là, tu sais, quelque chose qui fait que quand on rencontre un proche aidant, on lui dit « t'es un proche aidant ». Puis là, quand on se le fait dire par d'autres, peut-être qu'on va finir par se reconnaître comme proche aidant. Mais de ne pas mettre la responsabilité sur le proche aidant de se reconnaître et après d'aller revendiquer des services auxquels il a droit. Mais premièrement, le personnel du réseau de la santé devrait les reconnaître et leur offrir des services systématiquement. Mais la population, on aurait un rôle à jouer là-dedans aussi pour aller les reconnaître, puis aller leur dire, puis aller les féliciter, les soutenir, puis leur permettre de mieux revendiquer, en fait, ce à quoi ils ont droit. Élargir la gamme des mesures de soutien économique aux proches aidants. Donc, on a des petits crédits d'impôt là, que vous connaissez, puis il y a peu de choses, en fait, qui aident financièrement, réellement, les proches aidants et tous les proches aidants. Donc, de permettre d'élargir ça. Adapter des mesures de conciliation travail-proche-aidance. On sait qu'il y a la conciliation travail-famille, mais le proche-aidant, c'est peu inclus là-dedans, donc favoriser ces choses-là, puis il y a toutes sortes de sous-catégories là-dedans. Donc, fournir des réponses adaptées à la diversité des proches aidants. Donc, avoir 25 ans, prendre soin de son enfant
de 2 ans lourdement handicapé. C'est pas la même réalité que d'avoir 88 ans, prendre soin de son conjoint étant dans un mort, de vivre sur une réserve autochtone, d'être dans un couple, je sais pas moi, LGBT par exemple. Il y a toutes sortes d'enjeux différents et les services ne répondent pas à toutes ces particularités et ces différences-là. Donc, trouver une façon d'adapter ça. Ensuite, promouvons la bientraitance des proches aidants. Donc, tu sais, parler dans une perspective, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que les proches aidants sont bien traités, que ce soit par le réseau de la santé, mais aussi par les aideux eux-mêmes qui parfois, sans le vouloir, compte tenu de la condition physique ou cognitive qu'ils ont, vont poser des gestes ou avoir des propos de maltraitance psychologique envers leurs proches aidants. Donc, s'assurer là, de promouvoir la bientraitance et favoriser le développement des connaissances dans le domaine. Donc, ça se fait déjà, mais c'est un peu disparate, les informations qu'on a sur les proches aidants. Donc, trouver un moyen de rassembler tout ça, d'avoir un réseau de recherche ou en tout cas de développer, de permettre là, que les connaissances continuent. Parce que dans la recherche, on fait beaucoup de choses, mais on se rend compte que ça n'en va pas toujours dans la pratique. Ici, on le voit moins parce que vous avez un peu cet arrimage-là entre la recherche et la pratique, mais c'est pas fait partout, là. Donc, les professionnels continuent de travailler comme ils le font. Les chercheurs cherchent de leur côté, mais il faut mettre ça ensemble, là. Il faut que les professionnels soient capables d'adapter leur pratique avec les meilleures données probantes disponibles. Et ils n'ont pas accès nécessairement à ça. Ils ne savent pas, puis ils n'ont pas le temps de toutes les études qui se font sur les proches aidants. Et donc, comment on peut favoriser tout ça. Donc, c'est les 10 leviers d'action qui, pour moi, permettraient d'avoir quelque chose qui serait global et général et qui permettrait de réellement soutenir les proches aidants et pas juste les reconnaître. Reconnaître, c'est une chose, il faut les soutenir également et ça prend quelque chose de global. Donc, c'était ça ma proposition. Oui? Le SNSPA, c'est proche aidant, mais le S, on peut le trouver sur Internet. Stratégie nationale de soutien aux proches aidants. Quelqu'un, j'appelle ça le SN-SPA. On retenait, parce que sinon, des lettres de misère. SN-SPA, là, c'est facile. Mais l'avez-vous présenté? Je l'ai envoyé, en fait, au ministère de la Famille dans le cadre du renouvellement là, de la politique VVE, où on nous demandait d'écrire des choses là, sur le vieillissement général, mais il y avait un petit volet proche aidant. Moi, j'ai concentré sur proche aidant, puis j'ai écrit mes 20 pages auxquelles on avait droit bien serré sur ce volet-là. Donc, mais c'est ça, Laurent qui va sortir sa stratégie, qui va dans le même sens. Tu sais, on n'invente pas des affaires, puis on vit dans la même société, fait que c'est plus ou moins les mêmes affaires, avec des nuances, là, mais c'est dans ce sens-là également que Laurent propose quelque chose, là. Donc, on espère que ça va être attrapé par quelqu'un au ministère, là, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. On est dans je pense que la décennie qui s'en vient va être celle des proches aidants. Il faut pas rater le bateau, là, tu sais, c'est là que ça se passe, là. Fait qu'il faut rentrer là-dedans, puis il faut qu'on se mobilise, je pense, pour que ça arrive, là. Comme on le fait dans d'autres domaines, puis ça a fonctionné. Donc, il suffit de le faire, de se mettre en marche pour que ça arrive, là. Question? Oui? Moi, j'avais juste une petite question simple, peut-être. Moi, il y en a de prochains. Ça, c'est les plus difficiles, les questions simples. Ah non, ça, c'est pas ça. Proche aidant dans la salle. L'ouverture des informations, comme aujourd'hui, pour les proches aidants, ça dépasse même l'entendement. Moi, je veux dire, je suis des formations, je vois toutes sortes de choses. Mais l'information que j'ai là, j'avais jamais vu ça. Il a parlé, je suis proche aidant, moi j'ai ma mère de 96 ans. Et puis j'envoie à la journée longue, je m'occupe de 120 aînés. Ils sont pas au courant, mais vraiment pas au courant de la nomenclature, si on veut. Puis en plus des efforts de la collectivité pour les rejoindre. C'est aberrant. Moi, si j'étais pas intégré à ce point-là, j'aurais même pas su qu'il y avait une réunion où je peux aller chercher l'information pour transmettre à d'autres aidants. C'est toujours une difficulté d'aller chercher les proches aidants. Souvent, en plus, ils n'ont même pas le temps de se déplacer pour aller assister à des rencontres. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une présentation sur ça, j'ai toujours une belle réception des proches aidants qui disent « Enfin, vous avez mis des mots sur des affaires qu'on vit, qu'on n'avait pas compris. » Puis en fait, c'est cette composante-là. J'ai créé le programme SOMA, qui est en fait un groupe de réflexion qui dure sur 7 semaines, où à chaque semaine, on aborde une composante. Puis donc, il y a des activités qui amènent les aidants à réfléchir à cette
dimension-là. Donc, on fait ça pendant 7 semaines. Et la réaction, c'est toujours ça, c'est qu'il y en a un, en fait, qui résume tout ce que je pourrais dire, là, il a dit à la fin, puis qu'on a évalué le groupe, le monsieur à la fin, il a dit, moi, j'avais pris ce rôle d'aidant. Il dit, maintenant, je l'ai compris. J'ai dit, c'est ça. Moi, juste ça, c'est ma paye, là. C'est ça, le but. C'est ça qu'on voulait. Réfléchir, que les gens puissent réfléchir à leur rôle de proche aidant. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu avec une génération de proches aidants qui en veulent plus. Tu sais, qui sont plus instruits, qui sont plus informés, il faut les amener ailleurs. Tu sais, c'est fini là, de leur donner du répit, puis les amener jouer au bingo, là. C'est fini, là. Il faut qu'on pense à autre chose. Puis je pense que les proches aidants sont prêts à une réflexion comme ça sur leur rôle, pour justement, comme le monsieur dit, comprendre ce qu'ils sont en train de Parce vivre. qu'il y a une dépersonnalisation du proche aidant. Mm-hmm. Il se perd, à un moment donné, il perd sa personnalité. Ouais. Parce qu'à chaque jour, il vit le même problème que l'Alzheimer, mal opposé. À chaque jour, il faut qu'il se réinvente. Ouais, Pour faire face à ce qu'il ne sait pas. c'est ça. Tout le temps, constamment. Puis après, quelques années comme ça, bien, on se retrouve face à, ouf, tu sais, Ah oui. à une espèce de Le groupe est grand. c'est ça. Ouais, donc il faut... Autre question? Je sens que c'est la fin. Quand on voit la madame qui nous présente revenir en avant de c'est pas mal fini dans ce temps-là. Tout le monde, merci beaucoup, Sophie.